Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors, accueillir ou pas la misère du monde, la question se pose depuis des lustres, mais les naufrages à répétition de centaines de migrants en Méditerranée nous obligent à nous la reposer ce soir avec Pierre-Henri. Vous êtes directeur général de l'association France Terre d'Asile. Vous êtes l'auteur d'Immigration, lettre ouverte aux humanistes en général et aux socialistes en particulier, d'un atlas des migrations que vous avez coécrit avec Brigitte Martinez et de Danger au pays de la gauche normale. C'est votre dernier livre coécrit avec Jean-Luc Gonod. Fatou Diom, vous êtes né au Sénégal, vous êtes installé en France à l'âge de 22 ans. Votre premier roman, paru en 2003, Le ventre de l'Atlantique, racontait les rêves d'émigration des jeunes Sénégalais, la situation qui leur est faite quand ils sont clandestins, mais aussi les attentes que cela provoque dans leur village d'origine, où l'on a tendance à tout exiger de ceux qui sont en Europe. Depuis, vous avez publié Celles qui attendent en 2010, qui raconte 4 femmes, mères ou épouses d'hommes partis clandestinement pour l'Europe. Et votre dernier roman, c'est Impossible de grandir, qui raconte en partie votre enfance dans l'île de Niodoror. Régis Geoffrey, vous êtes écrivain, vous avez publié 25 livres en 30 ans, dont Univers, qui a reçu le prix Décembre, et Asile de fous, le prix Femina. Le dernier, Bravo, vient de sortir. Ce sont 16 fictions, dont l'héroïne est la vieillesse. Thierry Baudet, vous êtes historien, juriste, vous êtes hollandais, vous êtes l'auteur d'Indispensables frontières. Pourquoi le supranationalisme et le multiculturalisme détruisent la démocratie? Un livre qui a eu un grand retentissement dans le monde anglo-saxon et qui vient d'être traduit en français avec une préface de Pascal Bruckner. Sylvie Brunel, vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne, vous avez été présidente d'Action contre la faim, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Le dernier s'intitule L'Afrique est-elle si bien partie, où vous expliquez que là où il y a de la croissance économique, il n'y a pas forcément de développement, que l'Afrique n'a jamais été plus inégale et que l'accaparement des richesses par quelques-uns peut être un poison mortel. Enfin, Alain Bauer, professeur de criminologie, ancien grand maître du Grand Orient de France, vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la délinquance, le terrorisme ou la grande criminalité, comme La face noire de la mondialisation ou L'énigme Al-Qaïda, coécrit avec Xavier Hofer. Le dernier, c'est Dernières nouvelles du crime. Vous avez écrit aussi dans Le Nouvel Économiste du 21 avril un article consacré au drame qui se déroule en ce moment en Méditerranée, un article intitulé « Immigration clandestine entre compassion et action ». Alors commençons tout de suite par un rappel des faits. Regardez. Alors quand la misère pousse à des actions aussi désespérées, comment doit-on réagir? Parce qu'on ne peut pas faire semblant de rien, c'est quand même à nos portes qu'ils viennent frapper. Régis Geoffrey. Moi, en voyant ces images, je me demande combien de temps on pourra poser la question de cette émission. Est-ce que la France doit prendre sur elle toute la misère du monde sans en avoir honte? Parce qu'à un moment, on voit qu'on arrive après, alors qu'on connaissait la cause. C'est-à-dire qu'il y a une cause mondiale, c'est l'immigration clandestine. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait carrément un Yalta de l'immigration? Alors ce ne serait pas pour se partager le monde, mais ça n'arrêtera jamais. Je veux dire, les flux de population sont jamais arrêtés. Et en plus, quelqu'un qui veut partir part toujours. Il suffit d'avoir un peu de mémoire. Les Italiens, quand 11 millions d'Italiens, ou je ne sais combien, sont partis aux États-Unis, ils étaient mal accueillis, ils sont partis. Nous, quand on est partis en Inde, explorer l'Amérique, il n'y a rien qui pouvait nous en empêcher. Le scorbut, la maladie, la mort, tout ça ne faisait peur à personne. Là, l'immigration, elle est inéluctable, on le sait. Donc, est-ce que cette question morale, finalement, n'est-elle pas immorale? Est-ce que c'est pas immoral de poser cette question-là? Immoral dans le sens où, au fond... On y a déjà répondu. Je veux dire, est-ce qu'on peut supporter... On n'a pas le droit de leur fermer la porte. Ben, bien entendu, mais on ne peut pas supporter ces images. Si on avait le cynisme, parce qu'on dit toujours l'Australie fait ci, l'Australie fait ça... On le verra ce que fait l'Australie tout à l'heure. Mais nous l'avons pas, le cynisme de dire, bah, écoutez, ils se sont noyés, c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas partir puisque c'était défendu. On n'a pas ce cynisme-là. Donc il faut aller jusqu'au bout. Là, on est dans le laisser-aller. Le laisser-aller parce qu'on n'ose pas franchir le pas. Et ce pas, il faut le franchir parce que finalement, l'émigration, est-ce que c'est nous qui prenons la misère du monde ou est-ce que c'est eux? L'Allemagne a un besoin vital d'immigration, mais nous aussi, parce que nous avons un taux de natalité qui est ce qu'il est, mais nous avons une population qui vieillit également. Donc je veux dire, ce côté, on prend la misère du monde sur notre dos. Moi, je ne vois pas en quoi c'est nous qui prenons la misère du monde. C'est eux qui vont prendre notre misère, notre dénatalité, par exemple la dénatalité de l'Allemagne. C'est l'immigration qui va le prendre sur son dos aussi. Non, mais cet argument de population qui vieille, c'est faux parce que
le truc avec un tel problème, c'est que ça s'est ressauvé dans quelques années, n'est-ce pas? Parce que dans quelques années, des gens qui vieillent maintenant vont mourir. Et si nous accueillons maintenant un grand nombre d'immigrés pour faire soin de notre vieux, nous importons un problème qui va se manifester encore dans 10 ans. Parlez pas des retraites, parce qu'il y a une obsession des retraites. Mais si, il faut. C'est pour ça. Et puis au-delà, il y a une question morale. Il y a une question Mais justement, j'aimerais qu'on reste sur la question morale on quelques ne instants. supporte pas le cynisme. On voit bien qu'on ne supporte pas. Personne n'a supporté ces images de façon cynique. Mais je vous C'est invite bien un problème qui nous d'aller oppose à nous. visiter des banlieues de Paris ou dans mon pays, la Hollande, nous avons, je pense, des problèmes assez pareils comme les problèmes en France. Beaucoup de problèmes d'immigration, beaucoup de problèmes de multiculturalisme, beaucoup de tensions sociales. Nous voyons en même temps, et ça c'est une règle de l'histoire, n'est-ce pas? Nous voyons le nationalisme se renforcer. Nous voyons un nouvel nationalisme qui est plus fort et moins tolérant, moins accueillante qu'avant. Et nous sommes donc dans une voie très dangereuse. Oui, mais vous n'empêcherez pas les gens de partir. Je voulais juste dire, monsieur, Fatou Diom. C'est une question. en ce moment en Europe, la population vieillit, c'est un fait. Donc le Parti des Verts en Allemagne m'a invité en 2008, par exemple. Il réfléchissait sur l'impossibilité de fournir le même pourcentage de personnes qui partaient à la retraite que de personnes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc, si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais c'est Donc, exactement voilà. pourquoi il faut fermer des frontières discours, il complètement. faut sauver l'Afrique et sauver C'est la l'Europe. seule- Vous c'est ne la pourrez seule pas manière rester comme de des décourager monsieur, des gens vous ne d'embarquer. resterez pas Pas comme des fermer. poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Alain Boer. Moi aussi, je suis... Vous êtes bienvenue. Non, je crois que le débat est assez intéressant puisqu'en fait il montre les limites qui sont à la fois celles de notre hypocrisie et celles de notre incohérence. Hypocrisie d'abord parce que nous avons créé le problème nous-mêmes. Je veux dire, nous avons colonisé, nous sommes allés dans tous ces pays qui aujourd'hui nous exportent leurs habitants. Et nous en avons importé d'ailleurs. Nous avons branché un très gros aspirateur colonial. Nous avons fait venir des centaines de milliers de personnes. Puis nous avons déjà fermé les frontières dans les années 30. Puis nous avons rouvert dans les années 70.
C'était les 30 Glorieuses, puis nous avons fermé après la crise, ou essayé. Nous sommes dans l'hypocrisie permanente, et je crois que Madame a raison sur le sujet de est-ce que l'effet de ne pas les sauver pourrait éventuellement avoir un effet incitatif à ce qu'ils ne traversent pas. Ça n'a jamais fonctionné, et probablement que ça ne fonctionnera jamais. Le problème de l'hypocrisie, c'est parce que nous sommes à la fois dans une logique où nous avons supprimé la frontière. Je crois dire que monsieur est plus intéressant sur la partie frontière que sur la partie réalité démographique. C'est-à-dire que le fait d'ignorer la frontière, de la supprimer, de dire, allez, libre circulation, bah, vous ne pouvez pas brancher un aspirateur qui marche dans les deux sens. Soit vous aspirez, et nous aspirons, et ça fait des dizaines d'années que nous aspirons, et nous avons supprimé la frontière. Par contre, le vrai problème, c'est qu'en même temps, nous avons connu une crise de ce qu'est notre identité européenne, pas nationale. C'est-à-dire quelles étaient les valeurs communes qui nous permettaient de cohabiter avec des gens. Alors, parce que ce que nous discutons aujourd'hui, pardon madame, pour des Noirs et des Arabes, je prends ça entre guillemets, c'est pas un terme que... Mais non, mais moi je suis noir. Oui, j'entends, mais pour moi c'est plus des Africains. Vous voyez la couleur, vous êtes plutôt marron. Il se trouve que je mais suis souvent noir. les Africains sont c'est noirs. pas le sujet. Nous avons, fréquent, sur ces questions-là, eu les mêmes problèmes avec les Italiens, les Espagnols, les Polonais dans le nord de la France. Et ce qui s'écrivait à l'époque sur eux est très exactement ce qui s'écrit aujourd'hui sur les Africains ou les Maghrébins. Les journalistes ont peu de créativité en termes de racisme et de xénophobie. Il faut dire les choses. Ils nous envahissaient, ils violaient les femmes, ils piquaient le boulot, ils créaient le chômage et ils étaient violents entre eux. Plus un peu avinés éventuellement si c'était possible. Dans la réalité, nous avons digéré ces vagues successives. Vous noterez que personne ne parle des Portugais. C'est une curiosité historique, ethnologique peut-être, mais enfin c'est comme ça. Nous les avons digérés parce qu'il y avait un socle commun de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, qui est un joli terme sociologique dont les contenus sont assez indéfinis, mais parce qu'il y avait une logique. Nous avons supprimé cette logique à partir des années 70 et 80 au nom de la partie plus intéressante qui est celle de monsieur sur le multiculturalisme. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'ouverture aux autres, mais je pense qu'il y a une culture qui nous permet de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'abus de majorité, pas d'abus de minorité non plus. Comme nous avons supprimé en même temps la frontière et les valeurs communes, nous avons un souci, ce que vous appelez les banlieues, les problématiques, etc. Et je crois que le problème que nous avons, c'est pas de fermer la frontière, parce que le bocal, il y a toujours une ouverture dans un bocal, hein, même dans un aquarium, de temps en temps, il faut nourrir les poissons. Le problème n'est pas le bocal, le problème est de savoir comment on arrive à gérer à l'intérieur d'un bocal qui est en expansion. La question turque est une question centrale et si pour nous elle pose des problèmes politiques, pour les Allemands, elle a été résolue depuis très longtemps. L'Union européenne n'accepte pas la Turquie, mais le Conseil de l'Europe l'a intégrée en 65, il y a 50 ans. Donc nous nous posons des problèmes qui n'existent plus en regardant le rétroviseur et sans jamais traiter de la question fondatrice qui est comment on régule, comment on gère positivement une immigration en partie nécessaire, en partie subie. Mais ce sujet, il a été traité, moi je me rappelle, par Julien Drey, il y a 25 ans, où il disait on pourrait peut-être avoir une situation, alors peut-être pas en payant les visas, mais en créant des quotas d'immigration nécessaires, bref, en créant les conditions d'une régulation qui évite le drame et la mort. Car je pense que personne ici ne va proposer qu'on envoie les canonnières pour couler les bateaux. Aujourd'hui, Frontex ou nos dispositifs de garde-côte ne servent qu'à une seule chose, terminer le travail des passeurs et du crime organisé qui gèrent le trafic d'esclaves. C'est à ça que servent nos gardes-frontières. Ils ne servent pas à protéger les frontières, ils servent à terminer le boulot par des gens qui coulent les bateaux, qui enferment les migrants dans les cales et qui se sauvent. Mais alors il y a aussi une dimension criminelle. Justement, cette dimension criminelle, on l'abordera puisque voilà. Beaucoup de politiques qui ont fait allusion. Qui est une partie du, on l'abordera du sujet. Tout à l'heure. Pierre-Henri, oui. Sur l'aspect moral. Mais sur l'aspect moral, d'abord, je pense que pour reprendre la question que vous avez posée d'entrée de jeu dans cette émission, il faut sortir des postures. L'Europe n'est ni une forteresse, ni une passoire. Et aujourd'hui, l'Europe accueille aux environs chaque année de 600 000 personnes. Et donc, je crois que le débat n'est pas entre la liberté de circulation ou la fermeture. Elle est effectivement dans la régulation. Mais je pense aussi qu'il faut nommer correctement les choses. Les personnes que nous voyons, les cadavres livides, les ventres gonflés, qui emplissent d'émotions l'ensemble de l'opinion des pays européens, sont d'abord des réfugiés, pour la plupart. Et c'est la conséquence du chaos du monde
et notamment du chaos d'une région au Moyen et au Proche-Orient qui produit des réfugiés par millions. Je pense évidemment au drame syrien. Et puis, c'est le fruit aussi d'un certain nombre de dictatures en Afrique. Je pense à la Corne de l'Afrique, je pense à l'Érythrée, je pense à la Somalie, je pense au Soudan. Et je pense qu'en nommant correctement les choses, à partir de ce moment-là, il y a aussi une obligation morale qui se pose à nous en fonction des conventions internationales que nous avons signées et particulièrement de la Convention de Genève. Et il y a là une obligation d'offrir la sécurité à des personnes qui en sont privées, qui sont persécutées en raison de leur opinion politique. Pour vous, ce ne sont pas des immigrés économiques, ce ne sont pas des gens qui, poussés par la misère... Et c'est parfaitement documenté, et y compris par une agence officielle qui est Frontex. En 2014, le franchissement des frontières a été le fait d'environ 85 000 Syriens qui n'ont pas trouvé de voie de migration légale pour rentrer en Europe, et ça a été le fait d'à peu près 40 000 Érythréens. C'est-à-dire que plus de la moitié des flux dont nous parlons sont des flux de réfugiés. Et encore une fois, nous oblige. Je rappelle que le projet européen, c'est un projet humaniste. C'est un projet qui doit garantir l'effectivité des droits et la dignité. Et ce qui s'est passé à Bruxelles, là, hier soir, avec le sommet européen, qui, au passage, n'est jamais que le 4e sommet sur cette question depuis octobre 2013, est tout simplement inconvenant et tout simplement indigne. Parce que si vous prenez la résolution du Conseil européen d'hier soir, c'est exactement le décalque du Conseil Justice et Affaires intérieures d'octobre dernier. Et donc, les mesures qui ont été prises ne sont pas à la hauteur de ce qu'il convient de faire. Et je pense que l'Europe a un devoir moral, oui, c'est celui de sauver, ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs, de penser la question des migrations et la question du rapport aux pays en développement, au continent africain, mais c'est une autre question. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire que depuis quelques années, on a une espèce d'abus de langage qui a introduit des amalgames. Au jour d'aujourd'hui, toute personne typée avec un air d'étranger est considérée comme immigrée. Tous les étrangers, en tout cas toutes les personnes d'origine étrangère qu'on peut rencontrer en Europe ne sont pas forcément des immigrés. Donc il y a des gens qui sont normalement protégés par la Convention de Genève pour les réfugiés. Ces personnes-là, quand on ne les accueille pas normalement, ils viennent dans les mêmes mouvements que les immigrés économiques. Donc quelqu'un qui fuit la guerre, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui cherche du travail. Quelqu'un qui fuit la guerre est protégé par la Convention de Genève. Et quand on a parlé ici à l'époque, je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais ministère de l'immigration et de l'identité nationale, on a fait des réfugiés, presque des coupables de droit commun, comme un voyageur qui ne respecterait pas les lois internationales pour le visa, donc l'autorisation d'entrer dans un territoire. Or, quelqu'un qui voyage librement peut respecter ces choses-là. Quelqu'un qui fuit la guerre pour survivre n'a pas le temps de respecter ces choses-là. Or, aujourd'hui, on met l'amalgame et on met tout le monde dans le même sac. Je voudrais aussi dire que quand vous êtes Canadien, blanc ou Argentin, et vous venez vous installer en France, vous êtes un expatrié. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Et donc cette représentation de l'autre, l'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. Donc voilà, voir quelqu'un qui est en règle, essayer de savoir d'où vient cette personne, pourquoi cette personne vient. Ça, les Européens ne se demandent même plus ça. Ils vous croisent, vous êtes étranger, vous avez l'air étranger, vous êtes venu pour la tarte à la crème. Non. Donc l'Europe doit se respecter davantage. On ne vient pas que chercher du pain. On peut venir aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour la culture européenne. Donc l'Europe aussi nourrit un vrai mépris d'elle-même en pensant qu'il n'y a que l'alimentation qui amène les gens. Elle n'a que ça à proposer. Je pense qu'elle a plein d'autres choses à offrir. Sylvie Brunel.
Mais moi, je trouve extrêmement hypocrite la minute de silence des dirigeants européens. Je la trouve scandaleuse. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça fait des années qu'ils nous resservent le même discours et la politique de l'Europe aujourd'hui, c'est une politique uniquement sécuritaire. C'est-à-dire, on est une forteresse et on va empêcher ces gêneurs d'arriver. En plus, on a dit qu'on triplait les sommes qui étaient affectées à l'opération Triton. Mais tripler, c'est uniquement ce qu'a fait l'Italie pendant un an avec l'opération Mare Nostrum. C'est-à-dire qu'on va arriver exactement au montant de Mare Nostrum. Moi, ce que je constate, je travaille sur l'Afrique. Ce que je constate, c'est que l'histoire des migrations, c'est l'histoire de la mondialisation. C'est-à-dire que l'Europe a envoyé entre 1850 et 1914 50 millions de personnes dans le monde. Elle a envoyé les Irlandais aux États-Unis. Les États-Unis, première puissance mondiale, c'est quoi ? C'est un pays d'immigrants. Alors, ces immigrés que nous voyons comme un danger, ça a été partout dans l'histoire du monde un facteur d'innovation. Regardez les services d'urgence le week-end quand vous allez à l'hôpital. Qui est là ? Ce sont des étrangers. Quand les gens viennent, c'est parce on a des besoins d'eux, il y a des filières. On a besoin d'eux dans l'agriculture, on a besoin d'eux dans le BTP. Alors, bien sûr, on ne peut pas mettre sur le même plan les immigrés pour des raisons économiques et les immigrés pour des raisons politique. Mais quand on dit l'Europe ne doit pas accueillir la misère du monde, moi je trouve ça extrêmement choquant. C'est pas la misère qu'on accueille. Ce sont des gens qui ont des compétences. Ce sont nous. Ce sont nous à un autre moment de notre histoire. Et ce qu'on voit, c'est que les flux de migration s'inversent. Par exemple, les Portugais ont colonisé l'Angola. Les Angolais sont venus travailler au Portugal, mais aujourd'hui l'Angola se développe. Vous parliez du Portugal tout à l'heure. Eh bien, les Portugais vont s'établir en Angola. On voit la même chose entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, entre l'île Maurice et Madagascar. Parce qu'on oublie de dire que 9/10 des migrations se font à l'intérieur du continent africain. Et en fait, un pays devient attractif quand il se développe, quand il crée de la richesse. Et demain, eh bien, cette Afrique qui croît à 10% par an et qui est considérée par nos entreprises et par nos ONG comme un Eldorado, parce qu'il faut bien dire, en même temps qu'on envoie des ONG à tire-larigot en Afrique, et on envoie des entreprises. Eh bien, demain, ce sera peut-être le continent qui sera pour nous l'avenir. Et je trouve que notre façon aujourd'hui de considérer ces gens Frontex qui sont dans des situations soit de demande économique avec des compétences, soit dans des situations de détresse politique et relevant de la Convention de Genève, on ne peut pas avoir uniquement une vision sécuritaire. Attendez, quand on dit on va couler les bateaux, on va faire Angry Birds en Méditerranée, ça veut dire quoi ? C'est monstrueux de dire on va couler des bateaux. C'est de couler les bateaux après avoir recueilli les migrants. Comme les drones américains. Comme les drones américains ont sauvé les otages. On l'a vu. On voit à chaque fois qu'on veut éliminer les gêneurs, on fait des erreurs. Et je trouve que cette façon de l'Europe, qui a toujours été une terre d'accueil, qui a toujours été une terre à creuser, sa façon d'agir est absolument inacceptable aujourd'hui. Mais il y a quand même l'Europe, ce ne sont jamais que les États de l'Union, les 28 États, parce que c'est aussi une simplification de langage que de dire l'Europe. Il n'y a pas d'Europe. Il y a des politiques nationales qui sont souvent contradictoires. C'est exactement le problème, n'est-ce pas ? Nous parlons de l'Europe et c'est vrai qu'à cause de la zone Schengen et les frontières ouvertes internes de l'Union européenne. Ce n'est pas Schengen qui pose le problème. Mais on ne contrôle plus les passeports et donc ça empêche encore de contrôler ce qui entre dans nos pays, n'est-ce pas ? Et par conséquent, la politique d'immigration de l'Italie est effectivement devenue aussi la politique d'immigration de mon pays, les Pays-Bas. Oui, vous voulez dire qu'à partir du moment où l'Italie laisse rentrer des gens, ces gens-là peuvent ensuite venir en Hollande s'ils veulent. Ils peuvent aller où est-ce qu'ils veulent. Pas du tout. Et le problème plus profond qui se pose là-bas, c'est que les Européens ne veulent pas, en tout cas, je ne vois pas une telle atmosphère maintenant en Europe, avoir une politique d'immigration vraiment européenne. Chaque pays voudrait bien prendre les décisions sur l'immigration soi-même. Les Néerlandais, les Français veulent le décider par les élections démocratiques. Et si on voulait vraiment mettre en place des frontières européennes, c'est ça ce que j'ai appris d'un Jean Baudin ou des autres philosophes de l'État, il faut vraiment avoir un État avec un ministre des Affaires étrangères, il faut avoir une politique européenne et tout ça, qui n'est pas soutenu par des peuples. Donc on est en effet dans une impasse
les États attendent une réponse de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas vraiment agir sur le plan politique parce qu'elle n'est pas supportée par le peuple. Donc, on ne peut rien faire. C'est ça exactement. Et maintenant, je pense que l'Union européenne empêche de trouver une vraie solution précisément à cause de cette... Un mot sur Schengen, parce que vous vouliez rectifier. Le fait que l'Italie, on puisse rentrer en Italie, on peut ensuite aller en France où on veut. Ce n'est pas le problème de Schengen. Schengen, c'est un acquis communautaire très important et qu'il convient de conserver. Il suffit de demander à l'ensemble des frontaliers qui, chaque jour, franchissent les frontières à l'intérieur même de l'Union. Non, il y a aussi une combinaison avec le règlement Dublin qui fixe la responsabilité de l'État qui doit prendre en charge les migrants, qui est terrible. Parce que, en réalité, ce règlement Dublin, c'est un moyen pour les vieux pays de l'Europe de faire porter la charge de l'accueil sur les pays qui ont des frontières extérieures. C'est-à-dire, en l'occurrence, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Malte et Chypre. Et bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner. L'Italie, pendant 2 ans, a accueilli des dizaines de milliers de personnes, alors que l'Italie traversait une crise économique extrêmement importante. Elle s'est tournée vers l'Union européenne, c'est-à-dire vers les autres États membres, qui ont regardé ailleurs, parce que le menu le plus commun en Europe, aujourd'hui, c'est patate chaude. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un certain nombre de mouvements secondaires à l'intérieur de l'Union qui provoquent un certain nombre de désordres dans chacun de nos pays. Et ce qu'il convient de réviser aujourd'hui, c'est véritablement ce règlement Dublin. Ce règlement Dublin qui permet d'ailleurs à la Grande-Bretagne d'externaliser sa politique d'asile et sa politique migratoire sur le sol français aujourd'hui. Je vous propose d'écouter les réactions d'un certain nombre de personnalités après ces événements. On va voir que très souvent on dit c'est notre faute à nous les Européens, mais pour des raisons très différentes, sociales, économiques, militaires parfois. Ou alors c'est la faute justement des trafiquants. Alors à propos des passeurs, justement, ils sont qualifiés, on l'a entendu, de terroristes, de trafiquants, d'esclavagistes. Alain Bauer, vous dites dans votre article qu'ils sont prêts à forcer les migrants à s'embarquer avec un fusil mitrailleur pointé dans le dos. Quand on vous entend, on se dit, mais au fond, tous ces gens qui aujourd'hui traversent la Méditerranée ne voulaient pas venir. On les a obligés. Non, cette citation n'est pas de moi. Ah, alors j'ai mal lu. Je la reprends dans l'article, mais... Ah, d'accord. Non, il y a des passeurs, il y a toujours eu des passeurs, mais c'est la première fois, à ma connaissance, que les passeurs enferment les migrants dans les cales et sabordent les bateaux. En général, on s'en sert pour faire des allers-retours. Et nous sommes là face à une catégorie qui ne relève pas du passeur, mais accessoirement du marchand d'esclaves ou de l'assassin. Car une grande partie des morts en question ne sont pas dues à la volonté des migrants de traverser au péril de tout. Ils sont dus au fait qu'ils ont donné leur confiance à des docteurs Petiot par dizaines, qui ont fait plus de victimes qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire du passage, du transit ou de la violation de frontières. Oui, et des gens qui payent cher. Et des gens qui payent, c'est pas gratuit. Très cher, et qui se retrouvent pris en otage avec des femmes qui sont violées, des gens qui sont jetés à la mer, des gens qui sont affamés, qui sont assoiffés. À 1 000 € à partir de la Tunisie. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Libye... Où est-ce qu'ils trouvent l'argent parce que ce ne sont pas des pauvres, ce sont des familles entières qui cotisent parfois pour faire partir quelqu'un. Et ce n'est pas 1 000 €. Parfois, ça va entre 1 500 € et 7 000 €. Ouais, 10 000 depuis le Sénégal ou la Gambie ou la Guinée pour venir juste. C'est pas la misère. Quand quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes.
On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le précepte unique, unilatéral, de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe à un taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Voilà. Est-ce que je pourrais... Non, on n'applaudit pas sur cette émission. C'est la fin de le programme maintenant. Est-ce qu'on a non, c'était votre quart d'heure. D'accord. Parce que... D'ailleurs, votre famille vous a envoyé en France. Ah oui, c'était pendant... Elle a pensé que vous étiez plus malin. Non, mais... Ça lui honneur. Les migrants... Les migrants Sylvie Bonnel. Oui, je crois que c'est important de dire que les migrants qui sont dans le monde envoient en Afrique plus de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que l'aide publique au développement. C'est-à-dire que cette diaspora africaine qui est dans le monde joue un rôle considérable dans le développement de l'Afrique. Et le développement, c'est un jeu à somme positive. Parce que les pays qui se développent deviennent des partenaires et on échange avec eux. Et je reprends ce que dit Fatou, c'est-à-dire qu'un pays qui se développe, nous allons chez lui. Il nous envoie plus, ces migrants. Et l'histoire du monde, c'est ça. C'est l'histoire de migration qui n'arrête pas de changer de sens. Mais tout le monde en bénéficie. Tout le monde. Alors justement, je voudrais préciser, parce qu'on parle évidemment, nous, de la Méditerranée, parce que c'est là que ça se passe en ce moment, mais des problèmes comme celui-ci existent un peu partout dans le monde. Vous parliez de l'Australie tout à l'heure, mais on va voir notamment comment l'Australie réagit, mais pas seulement l'Australie, les États-Unis, face à leur frontière sud, par exemple. Regardez. Fatou Diom. Oui, il y a la question de l'image. C'est vrai que quand on montre toute cette foule qui monte à l'assaut d'une ville, c'est effrayant. Mais toujours par rapport à la question de l'image, je voudrais aussi interroger un peu l'éthique ou même le respect. Quand on montre les immigrés morts, on montre des ventres ballonnés, c'est d'une indécence. Il y a une espèce de manque de respect du corps de ces personnes-là. Moi, quand j'ai vu ça devant ma télé, j'étais glacée et je me dis, qu'est-ce qui permet de les montrer de cette façon ? Mais je me place aussi au niveau des Italiens, dans ces petites villes par exemple, qui se retrouvent d'un coup submergés par toute cette foule qui arrive. C'est une question qu'on peut se poser intellectuellement. Et là, je m'en voudrais de quitter ce plateau aujourd'hui sans parler de nos dirigeants africains. Je suis obligée d'en parler parce que dans mes livres, je parle toujours d'Europe et d'Afrique. Et je pense que personne ne quitte sa maison paternelle pour aller demander l'hébergement chez le père d'autrui quand on peut être bien chez soi. Donc je pense que les gens qui partent, c'est parce qu'ils manquent de quelque chose. C'est parce qu'ils n'ont pas la sérénité qu'il faudrait. Avant, on nous disait, oui, bon, c'est parce qu'il y a un manque de formation, un manque de diplôme, donc les gens ne sont pas outillés. C'est faux. Au jour d'aujourd'hui, on a des immigrés qui ont parfois Bac plus 6, Bac plus 7 et qui ont des diplômes d'ingénieurs. J'ai rencontré un Sénégalais qui vendait des hamburgers alors qu'il est ingénieur en hydraulique. Donc au Sénégal, on a besoin de lui puisqu'on a tout le temps des problèmes d'eau potable. Ouais. Bon, et ces gens-là n'arrivent pas à s'installer. Quand je dis le Sénégal, pardonnez-moi, il vaut mieux taper sur soi-même que sur les autres. Quand je dis Sénégal, pour moi, ça vaut pour tous les autres pays africains. Donc c'est pour ça que je dis le Sénégal. Donc nos pays là-bas, tant qu'ils ne donneront pas un espoir à la jeunesse, ils les verront partir.
On ne peut pas former des générations entières. Pourquoi ils n'améliorent pas leur propre pays? C'est aussi une bonne tâche, n'est-ce pas? Vous parlez français? C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas former des générations entières et ne pas leur donner un travail. Si on ne leur donne pas un travail, ils partent. Et contre ça, il faut lutter contre la corruption, ce népotisme, ces fauteuils présidentiels héréditaires comme au temps des royaumes. La constitution du Sénégal, c'est la même qu'en France, monsieur. Donc, ce n'est pas exotique. Simplement, il y a des gens qui ne pratiquent pas, qui n'appliquent pas les règles. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Et ce sont les firmes occidentales qui entretiennent la corruption aussi en Afrique, il faut le dire. Et quand on vient avec nos matières premières, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique ne manque pas de ressources, l'Afrique est pleine de ressources. Mais si vous allez, l'uranium pour le Niger, c'est pour Areva. Le diamant qui est au Congo, c'est pour Amsterdam. Et donc, les gens, ils viennent, ils fixent le prix. Et parce qu'on n'a pas d'autre recours, on vous les vend. Et donc, nous, on s'appauvrit pendant que les firmes occidentales s'enrichissent. Ici, en France, quand je vais chez le boulanger, ce n'est pas moi qui fixe le prix de son pain. Je paye ce qu'il me demande. Les Européens, parce qu'ils ont la force de frappe de l'argent, quand ils arrivent, ils imposent les règles en Afrique. Et comme il y a toujours quelqu'un qui est affamé, qui est pressé de s'en sortir, eh bien, il vend son âme au diable pour continuer à exploiter son peuple au lieu d'aider pour l'intérêt général. Ça, je devais le dire avant de quitter ce plateau aujourd'hui. Mais ne le quittez pas tout de suite. J'ai beaucoup aimé les discours de madame et aussi c'est pas qu'un discours. Sa manière de parler français. C'est du long travail. Je pense que si nous pensons tous les deux que c'est le plus important que les jeunes Africains restent dans leur propre pays pour construire et améliorer leur propre pays, on est en accord et c'est exactement pour ça qu'il faut que nous empêchons les réfugiés. 10 000 euros de votre part, 10 000 euros de ma part et on installe 2 entreprises demain au Sénégal. Vous relevez le pari? Oui, on va le faire. Bingo. On va le faire. Mais la leçon de l'Australie, c'est que on peut uniquement empêcher vraiment des embarquements de bateaux. Et ça, je pense, c'est une vraie question. Quel modèle de civilisation, l'Australie ils ont passé un accord avec 2 îles. Je vais finir ma phrase et puis vous pouvez répondre. D'accord? Oui. Si on accepte que quelques réfugiés seraient acceptés, on donne la chance, la loterie en effet, à chacun. Et donc, chacun aura un motif d'embarquer, de venir en Europe. Donc, la qu'il faut fermer complètement. Oui, exactement. La seule manière de vraiment arrêter cette grande flottement que nous expérimentons en ce moment, c'est de dire tout simplement, pour l'instant, personne ne seront acceptés. Et puis après, on peut parler... C'est pas du tout la même géographie, l'Australie... C'est une autre géographie, c'est vrai, il y a des différences. En même temps, ça me paraît pas faisable, le principe reste le même. Mais alors, justement, parce que ça, c'est quand même un vieux fantasme qui a été beaucoup illustré au cinéma, notamment. Et je vous propose de regarder un extrait des Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón. C'était un film qu'il avait réalisé avant Gravity et où on imagine l'Angleterre se protégeant contre les immigrés clandestins, une Angleterre assiégée et ne vouloir qu'aucun passe. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne un système comme celui qu'on va voir là. Le film était interprété par Clive Owen, que vous allez reconnaître. Thierry Baudet, la politique de tolérance zéro que vous semblez préconiser, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle conduise à ce type de régime policier? Tout d'abord, je voudrais dire que dans ce film, mais aussi dans les autres films, la violence est toujours effrayante et c'est terrible à voir. Hein. Donc je ne voudrais rien dire sur ça. Mais ça reste toujours des gens eux-mêmes qui partent. Hein. Cette femme dans ce film qui est enceinte, si nous imaginons qu'elle était une réfugiée, elle savait déjà qu'elle était enceinte. Alors c'est un peu spécial dans ce film-là. Hein. Le fait qu'elle soit enceinte, c'est je pense que c'est important quand même pour l'argument qu'il y a toujours un choix et il y a un choix vis-à-vis un futur envisagé. Et si nous voulons mettre fin à cette flotte que nous voyons en ce moment, il y a justement une option et c'est juste une question de sincérité intellectuelle, je pense, d'admettre soit nous fermons totalement les frontières d'Europe, soit nous continuerons à voir
une grande quantité de bateaux qui seront là pour chercher cette petite chance d'obtenir un asile en Europe. C'est une question... Est-ce que c'est pas un On ne fantasme peut pas fermer les frontières parce qu'on est tenu par toute une série d'engagements internationaux, dont la Convention de Genève sur l'asile, dont tous les pays européens sont signataires, et qui dit qu'on doit, disons, donner une solution et souvent un statut de réfugié aux persécutés. Ensuite, dans la plupart des pays européens, on a reconnu le droit au regroupement familial, qui est un principe constitutionnel dans beaucoup de pays européens. Donc, on ne peut pas empêcher les membres des familles de rejoindre leurs conjoints ou conjointes légaux qui sont dans les territoires européens. D'autre part, pour les mineurs non accompagnés, on est signataire de la Convention sur les droits de l'enfant, qui dit que quand ces personnes sont mineures, on doit non seulement leur porter aide, mais aussi les éduquer, les former, etc. Et c'est ça exactement le problème de l'Europe d'aujourd'hui. On a toute une série d'engagements qui sont des engagements qui honorent l'Europe, que l'on a signés et que l'on doit respecter. Alors, Alain Bauer. Oui. Je voudrais dire, pour casser l'unanimisme ambiant, le choc des images, etc., que tous ces accords, toutes ces conventions, tous ces documents seront des chiffons de papier. Si nous croyons qu'à eux tout seuls, ils vont résoudre la peur, l'angoisse et la terreur des populations européennes ou de jeunes hommes et de la jeune femme sur leurs bateaux, réglant à la fois le problème de la masse arrivant, la peur de chavirer, la fuite, l'autoprotection, etc. Ça construit la poussée nationaliste, populiste et xénophobe en Europe parce que nous répondons avec des théories, des bouts de papier et qu'on dit « Ah ben non, on a signé un machin là, alors vraiment ça on peut pas ». Et le machin, il ne protégera rien du tout. Parce que nous ne réglons pas le problème que nous avons des gouvernements, un peu comme la minute de silence, hypocrites, incohérents et confus. Et au risque de choquer, en fait il y a deux options, il n'y en a pas trois. Il y a l'option de M. Baudet, parce qu'au moins elle est cohérente, elle est claire, elle est compréhensible, elle est écoutable, elle est simple, et il y a beaucoup de gens qui y croient. Et il y a l'option... C'est-à-dire, on ferme tout. On ferme tout, on jette tous ceux qui sont là illégalement, on fait une sorte de grand... Non mais, je ne dis pas qu'elle est viable, je dis qu'elle est cohérente, claire, précise, et qu'elle correspond à une partie importante de ce que les gens pensent. Et c'est pas parce qu'ils pensent pas comme nous qu'ils ont tort. Ils pensent pas contre nous parce qu'ils... Non, c'est très applicable. Mais non, c'est très applicable. C'est très applicable avec des effets. Mais on peut se raconter tout ce qu'on veut, madame. Les dictatures, c'est inapplicable jusqu'au moment où elles arrivent. Mais l'Europe, c'est pas une dictature. Ah bon? Et l'Allemagne, c'était quoi? Pardonnez-moi. L'Europe, il faudrait changer de régime. L'Union européenne. Tout ça, c'est des mots. Ah non, c'est pas des mots. Qui sont à des milliards d'années-lumière de la réalité. Comprenez-moi bien. Laissez finir. Les deux autres. Et le deuxième, c'est de prendre en main le problème en disant clairement les choses. On ne fermera pas les frontières. On doit avoir une politique d'immigration régulière. On doit sauver les gens qui meurent et qui se noient. Nous devons mettre un terme au chaos que nous avons nous-mêmes créé en Syrie, en Libye, dans les pseudo-virtuelles, éventuelles révolutions arabes. Tous ces mots dont nous nous gorgeons en permanence en croyant que nous continuons à réguler, diriger le monde et qu'on va faire clic et que ça va être comme on veut, alors que ça n'est jamais comme ça, en oubliant ce qu'est les réalités, les cultures, les tribus, les raisons, les religions, les frontières à angle droit coupées au cordeau qui correspondent à rien, les effets de ce que nous avons nous-mêmes créé au moment où nous impérialisions le monde et qu'il va falloir un jour le traiter en disant clairement aux gens, aux citoyens, aux nationaux, aux gens qui ont le droit de vote dans les démocraties, ce qu'est la réalité pour arrêter de leur mentir, c'est-à-dire en faisant de la main gauche, ah bien sûr nous allons fermer les frontières, Frontex est là, et de la main droite, on est obligé de sauver tout ce qu'on peut parce que, humainement parlant, il n'y a pas d'autre solution. Mais il va falloir assumer, enfin, de dire la vérité. Et c'est cette vérité-là qui est la plus difficile parce qu'on a tellement appris à mensonge, à mentir, à dissimuler et à suivre le sens du vent. Et pour l'instant, c'est plutôt nationalisto-populiste que, du coup, évidemment, personne ne croit ce qui est dit. Et tout le monde voit très bien ce qui se passe, comme sur le petit bateau dans le film. Dans Terra Ferma. Oui, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus insister sur le drame dans le drame. Il y a le drame que nous voyons sur nos télévisions. Il y a un drame pire qui est celui de l'Afrique, qui est en train de perdre ses ressources humaines les plus dynamiques à travers ses migrations. Et nous avons en Afrique des potentats qui tiennent les pays, qui sont très contents, parce que du coup, on a des jeunes dynamiques qui s'en vont et ils ne sont plus dans leur pays pour être une société civile dynamique
qui essaie de lutter davantage contre la corruption et de favoriser davantage le développement. Et le résultat, par exemple, c'est que vous avez plus de médecins du Malawi à Manchester que de médecins du Malawi au Malawi. Comme si au Malawi, il n'y avait pas besoin d'améliorer les équipements médicaux, de faire baisser la mortalité maternelle, de faire baisser la mortalité infantile. Et pour moi, ça, c'est ce drame, il est premier, ce drame. Et il faut insister sur ce point, parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, oui, il est souhaitable que nous soyons français, allemands, qu'importe, on a intérêt à avoir des voisins riches. Hein, c'est la meilleure façon d'être riche, c'est d'avoir des voisins riches. Hein, si on a des voisins pauvres, il ne nous en restera pas grand-chose. Donc on a intérêt au développement de l'Afrique d'un point de vue purement, je dirais, comptable. Or, ce développement de l'Afrique, il est obéré par ces migrations de jeunes, parce que ce sont des jeunes dynamiques et en bonne santé qui partent. Pierre-Henri ? Oui, en même temps, je pense qu'il faut rappeler une vérité qui est que la règle absolue dans ce monde, c'est d'abord la sédentarité. 97% de la population mondiale ne migre pas. La migration, c'est un phénomène marginal, exceptionnel, et je crois aussi qu'il faut le rappeler. En moyenne, la moyenne ne veut rien dire. Mais je croise une personne de 120 kilos et de 60 kilos. Face à un certain nombre, deux personnes de 90 face à un kilos certain en moyenne, nombre ça ne veut rien dire. Regardez, il y a 3 millions de ressortissants du Zimbabwe en Afrique du Sud. Monsieur Dumont, il y a un pourcentage considérable. Face à un certain nombre d'idées reçues, je pense qu'il faut rappeler un certain nombre d'éléments. Et celui-ci en est un. Le deuxième, c'est qu'en règle générale, les migrations sont des migrations de proximité, vous le voyez dans tous les conflits. Et du coup, l'Europe est loin d'être le continent qui est le plus touché. Si je prends le conflit syrien, regardez, 11 millions de personnes déplacées, 4 millions de réfugiés hors des frontières, se trouvent où ? Au Liban, le petit Liban, qui aujourd'hui accueille près de 2 millions de personnes, la Turquie, 1,8 million, la Jordanie, et l'Europe pendant ce temps accueille 200 000 Syriens depuis mars 2011. Tout ça simplement pour rappeler quelques éléments de niveau, parce que il faut aussi lutter avec pédagogie contre un certain nombre d'idées reçues. Ensuite, nous avons besoin de migration. Et il y a dans les éléments que nous avons à affronter dans le futur un certain nombre de défis qu'il nous faut combiner, à la fois une question sécuritaire qui indéniablement se pose à nous, et en même temps il faut laisser ouvert un certain nombre de voies migratoires. Et je pense qu'il faut réviser notre logiciel par rapport à cela et travailler à des migrations. Que les voies migratoires en Europe sont fermées, alors que l'Europe est le premier continent d'immigration aujourd'hui. Non mais écoutez, vous donnez l'impression que l'Europe serait fermée. Il y a eu 1 600 000 immigrés qui sont arrivés l'an dernier en Europe. Moi, je ne suis pas dans cette posture. Je ne suis pas dans la posture. C'est une erreur. Je ne suis ni dans la posture qui consisterait à dire Europe forteresse ou Europe passoire. Je dis simplement qu'il nous faut travailler à réviser notre logiciel en matière migratoire et qu'il nous faut travailler à des migrations de projets à l'intérieur d'ensembles régionaux cohérents. Pour nous, les ensembles régionaux cohérents, d'ailleurs, c'est à l'intérieur de ces ensembles régionaux que se passe le plus de migration. L'ensemble régional cohérent pour nous, c'est quoi? C'est l'autre rive de la Méditerranée, c'est l'espace francophone. Et je pense que l'avenir est à travailler sur l'organisation cohérente de migration à l'intérieur de cet espace. Encore faut-il qu'il y ait de la sécurité. Regardez Tombouctou. Mais je vous ai bien dit, avant, qu'est-ce que c'était? Qu'il fallait combiner les deux. Elle a été déstabilisée parce qu'on a déstabilisé la Libye, parce qu'on n'a pas détruit les armements de Kadhafi, et parce que des groupes djihadistes sont emparés de ces armements pour aller déstabiliser le Mali. Du coup, on a toute une partie du Mali qui avait un certain niveau économique, qui
qui aujourd'hui se retrouve en grande difficulté. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un problème sécuritaire autour du Sahel. Le Sahel qui va de la Mauritanie au Mali, le Tchad, le problème Soudan sécuritaire, et que là aussi, vous avez une combinaison qui est absolument terrible pour les 20-25 prochaines années, parce qu'à la fois, vous avez un des endroits les plus pauvres au monde, mal gouverné en règle générale, et vous avez le taux de fécondité le plus important par femme au monde. Et ces deux combinaisons sont... Mais vous avez aussi la mortalité infantile la plus élevée au monde. Mais sans doute, mais il faut tout dire, faut pas prendre qu'un bout, si mais vous je voulez. ne prends pas qu'un bout. Je vous dis simplement qu'il y a là une question sécuritaire qui se pose, et pourtant, nous avons une obligation morale de maintenir ouvert un certain nombre de voies de migration légale. Cela s'organise, cela se pense. Je voulais simplement parler de ce fantasme que monsieur entretient, il y tient, de l'Europe qui devrait refouler, donc zéro tolérance pour l'immigration, donc se refermer. Je vais terminer. Je vais terminer. Pas ça ce que j'ai proposé. Donc, si cette Europe-là... Vous comprenez bien. Je termine, vous y allez. Si l'Europe veut s'enfermer... Ah non, c'est pas moi qui fais l'émission, c'est M. Tadei. D'accord. Donc voilà, mais moi je défends mes idées. Bon, cette Europe-là qui aurait une illusion de tranquillité en s'enfermant dans ses frontières, je n'y crois pas à sa sécurité. Et je vous explique pourquoi. Le fromage que vous produisez en Hollande, vous le vendez où? Donc, parce que si vous voulez vous enfermer... Pas en Libye, en ce Non, moment, mais je termine, vous allez répondre. Donc, si vous vous enfermez, il vous faut manger, monsieur. Il vous faut un certain nombre de biens. Il vous faut de quoi tenir dans votre forteresse. Oui, mais mais je termine. Tout ça se passe avec une interaction avec d'autres pays. Quand vous allez au Sénégal, vous avez du fromage de Hollande, des pommes de terre de Hollande et beaucoup de la moutarde allemande. Donc toute cette économie qui se passe vous permet de vivre. Donc si vous vous coupez du reste de ces pays-là, vous allez survivre avec quoi? Parce que votre abondance, elle est entretenue aussi par d'autres. Oui, la deuxième chose, culturellement, et je rappelle ici un mot d'Aimé Césaire, une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, c'est tiole. Vous n'êtes rien sans le reste de l'humanité. Et c'est ici en Europe, le continent donc du siècle des Lumières, où on disait que le voyage forme la jeunesse. Moi, je pense que quelqu'un qui s'enferme se flétrit. Donc oui, l'échange, je prétends ne pas être la Fatou que j'étais en 94 en venant du Sénégal. J'espère m'être améliorée. Parce que j'ai appris plein de choses, des Allemands, des Français, des Hollandais. J'ai tellement appris que chaque fois, je m'étonne de voir un monde qui est capable de donner tant de choses. La deuxième chose, c'est que si vous renvoyez les étrangers, monsieur, et ça c'est le fantasme de l'extrême droite en Europe, le fantasme de renvoyer les étrangers, faites-le et vous allez voir la catastrophe dans vos pays. Parce que dans les pays étrangers, il y a les vôtres. Il y a les vôtres. Et ces pays-là ne vont pas recevoir des claques sans les rendre. Donc renvoyez les étrangers d'ici, vous allez voir les catastrophes que vous allez générer dans votre propre pays. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Réponse Thierry Baudet, et puis chacun aura 1 minute pour conclure cette émission. Mais alors, Thierry. donc je pense que c'est très, très important de corriger cette image qui a peut-être été créée. Quand on parle de la crise des réfugiés en sud de l'Europe, dans la Méditerranée, je pense que c'est très important de dire maintenant non, parce qu'on ne peut pas contrôler cette crise. Deuxièmement, une bonne frontière est comme une porte. On peut l'ouvrir et refermer. Et moi, j'ai jamais dans cette émission, jamais dans mon livre, défendu une idée d'une nation fermée, d'expulser des gens. Je ne pense pas, je ne comprends pas pourquoi la madame m'a entendu dire ça. Je n'ai pas dit ça. Je ne pense pas qu'une telle chose était une bonne idée. Je n'ai pas proposé. Je pense que nous devons redonner aux pays d'Europe le prérogative de décider eux-mêmes sur les questions d'immigration. Et on peut uniquement faire ça si nous finissons premièrement cette crise acute, parce qu'avec une crise comme ça, nous ne pouvons pas prendre des décisions librement. C'est ça exactement ce que je voulais dire. Alors, je pense que l'Europe ne doit pas se cantonner à une politique sécuritaire avec du chacun pour soi,
qu'elle doit avoir face à cette question de la migration un plan concerté qui ne soit pas seulement renforcer les moyens affectés à Triton et à Frontex. Avant, ça s'appelait Rabbit, hein, donc il faut quand même se souvenir des noms qu'on a donnés. Ça veut dire lapin. Oui, mais justement... Il y a quelqu'un qui s'amuse au niveau européen. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire un plan global. Nous avons besoin d'une Afrique forte à nos portes. Cette Afrique forte, c'est 1 milliard de personnes, c'est 10% de taux de croissance. Nous avons besoin de créer un véritable partenariat avec ce continent, un partenariat dont le jeu est à somme positive. Et ce n'est pas en considérant les immigrés, qu'ils soient des réfugiés politiques ou des immigrés économiques, comme une menace que nous y arriverons. Donc voilà, je pense que nous devons faire des quotas, des filières, des échanges, et que ça doit aller dans les deux sens. Catherine Vittel. Je crois que le drame de la politique européenne de l'immigration, ça a été de l'enfermer dans la dimension sécuritaire. Et ça, depuis les années 90, on est dans cette approche à l'échelon européen qui correspond aussi à des vœux d'une partie de l'opinion publique. L'immigration, c'est pas faire la guerre. Et ça, je crois que c'est très, très important. Parce que les instruments utilisés, qui ne fonctionnent pas d'ailleurs, de contrôle des frontières, c'est des instruments qui sont parfois de plus en plus militarisés. Et on a 25 ans d'échec de cette politique dissuasive. Il faudrait qu'on comprenne enfin à l'échelon européen et dans les États que la dissuasion ne fonctionne pas. On s'est complètement trompé avec l'idée que plus on serait dans l'escalade sécuritaire, plus on allait dissuader les gens de venir. Ça ne fonctionne pas, donc il faut avoir une autre approche qui est davantage d'ouverture pour beaucoup plus de gens. Régis Geoffrey. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on va arriver à rien du tout. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses intelligentes, à part l'histoire de fermer les frontières, parce que je pense, moi, que c'est impossible, parce que l'Allemagne était nazie, et c'était pas l'Allemagne fédérale d'après, ni la République de Weimar qui a pu fermer. Bon, ça, ce fantasme mis à part, je crois qu'on ne va pas s'entendre, parce que là, déjà, il y a des choses intelligentes dites de partout, mais on n'arrive pas à avoir une synthèse. Je serais incapable de la faire. Quand vous avez passé les images télé tout à l'heure, où il y avait Hollande, il y avait les uns, il y avait les autres, alors on avait le FN, Philippot, dans le fantasme, auquel je pense qu'il ne croit pas, hein. D'ailleurs, on va fermer les frontières, on va les renvoyer. Il ne disait pas ça, il disait que c'était les avantages sociaux qu'on pouvait oui, tirer c'est ça. Voilà. Oui, donc du fait de venir en France qui incitait à venir en France. Mais à part ça, ça tirait dans tous les coins. Hollande, il tirait sur Sarkozy, les uns tiraient sur les autres. Après, c'était les passeurs qui étaient une pègre, comme le problème de la drogue, c'est le problème, etc., etc. Et finalement, d'aller tirer une synthèse de tout ce qui a été dit, personnellement, j'en suis complètement incapable et je ne vois pas comment on pourrait en tirer une au niveau de l'État. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup trop dans la passion dans ce truc-là. Pas tellement dans le fait, par exemple, est-ce qu'un immigré coûte ou pas? Est-ce que c'est vrai qu'ils vont bénéficier des services sociaux? Ça, c'est des chiffres. Et ça, on les lit. Ça dit la vérité, les chiffres? Oui, mais quand même, moi j'ai toujours une confiance effrénée dans les chiffres. Parce que, par exemple, si vous avez 100 thalers, comme disait Kant, l'idée de 100 thalers, c'est pas pareil. Donc, on voit la différence. Tous les enfants voient ce que c'est la différence entre 1 euro et pas d'euros. Donc, je veux dire, on est quand même dans le fantasme. Parce que des années plus tard, ces questions-là, on est toujours à y répondre, à ne pas y répondre, à plus se souvenir des réponses. On est très mal parti. Gérard François Dumont. Moi, je pense beaucoup en ce moment à la phrase de Blaise Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Donc, les États-Unis ont voulu chasser un dictateur. Nous avons voulu chasser 2 dictateurs, un en Syrie et un en Libye. Ça partait de bons sentiments. Simplement, du coup, on a déstabilisé ces pays, on a détruit leur sécurité et on a détruit leur possibilité de progresser dans le développement. Et on en subit les conséquences. Et on voit très bien que cette accélération des drames en Méditerranée, elle est tout à fait corrélée à l'effondrement de ce que nous avons fait en Libye et en Syrie, et plus récemment au phénomène que ce que nous avons conduit comme politique, ça a servi les passeurs, c'est-à-dire que nous avons en fait été les agents commerciaux des passeurs, dans la mesure où on leur a fait comprendre que plus ils remplissaient les bateaux, plus ils gagnaient de l'argent, et que nous, après, on allait soi-disant s'en occuper après. Pierre-Henri ? Oui, je pense que la situation dont nous parlons là n'intéresse pas simplement l'Union européenne, mais l'ensemble de la communauté internationale, et qu'une initiative
de la communauté internationale est absolument indispensable autour du drame méditerranéen. C'est ce que j'attends de mon pays, c'est ce que j'attends de l'Union européenne, parce que nous avons vu ces derniers jours un peu de notre humanité s'engloutir dans les flots de la Méditerranée. Je ne voudrais pas que le projet européen et celui de la communauté internationale y passent avec. Alain Bauer. Moi, je crois qu'après avoir fini cette émission, nous nous serons dit beaucoup de choses. Je suis un peu comme M. Geoffrey. Nous n'aurons pas fait beaucoup avancer le débat parce que nous tournons autour du pot entre une philosophie humaniste qui se heurte au choc de la réalité, de la peur et du rejet de ceux qui, parce que nous ne les écoutons pas et que nous ne les entendons pas, et ça fait à peu près 35 ans qu'ils nous envoient le même message de manière régulière, à 5%, à 10%, à 15%, à 20%, à 25%. Je ne sais pas à quel moment il faudra que nous ouvrions nos oreilles en France, mais il y a des pays où ils ont fait mieux, il y en a même où ils ont participé au gouvernement, des où ils ont été dissous dans le gouvernement et des où ils ont pris le dessus idéologiquement sur le gouvernement, et vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez. La République de Weimar fut la plus belle, la plus brillante et la plus créative de toute la République, et elle a accouché du nazisme parce qu'on n'écoute pas les gens, et que si on sait gagner les guerres, on sait aussi perdre les paix. C'est un très beau livre de M. Soutou. Je crois que le moment est venu probablement de dire la vérité sur le fait que la régulation de l'immigration passe par un processus qu'il faut dire clairement aux gens, voilà comment ça va marcher, voilà comment ça va se faire, voilà quelles sont les règles, voilà ce qui va en advenir, et qu'il va falloir avoir une régulation contrôlée, régulée, maîtrisée, mais ouverte. Par contre, que la dimension culturelle, que nous avons tous évité, tous les débats sur la manière dont, après les années 70, nous avons dissous le corps de doctrine de ce qui faisait véritablement, la conscience européenne, était un élément majeur. Par ailleurs, nous avons vécu une période exactement identique, ça s'appelait les boat people. Je ne crois pas que nous soyons tous devenus asiatiques, que nous ayons perdu, que nous soyons en train, en général, d'adorer de nouvelles idoles ou de nouveaux dieux. À l'époque, les grandes consciences étaient venues expliquer pourquoi il fallait le faire, et elles avaient eu les mots, le sens des mots, et avaient su rallier l'opinion publique. Le moment est peut-être venu que quelques-uns se réveillent pour faire la même chose, non pas dans « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, virgule, mais en prendre sa part à leur regard », mais nous devons d'accueillir une partie de la richesse du monde en devenir, et voilà pourquoi ça va nous profiter. Quitte à utiliser des termes beaucoup plus triviaux, je pense que ça peut fonctionner, y compris en prenant la dimension du développement de l'Afrique, qui, à mon avis, est l'enjeu. Alors, moi, j'oublie pas Moyen-Orient, mais le drame, c'est que tout le monde est d'accord avec vous, mais qu'on ne met pas la même chose. Parce qu'on est d'accord. Parce qu'on n'a pas décidé d'écrire. C'est dans cela que je dis qu'on est un peu mal barré. Je pense que le principe de réalité n'est pas forcément fascisant et qu'on peut tout à fait allier principe de réalité et humanisme. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'ils se respectent, qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin. Et ça ne se fera pas sans les Européens, et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique, parce que sinon nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié, et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours, mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. Aujourd'hui, à l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers, je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains, gardez-la. Donc voilà, et il dit encore que la sainte magie de la poésie a son rôle bienfaisant dans un sage plan du monde. Donc même si je n'ai aucun pouvoir, je suis là pour partager mes illusions, mes fantasmes de paix, de fraternité. J'ai envie d'embrasser tout le monde. Et ce monsieur d'Amsterdam, il va prendre avec moi un café ivoirien, et qu'il le veuille ou non, je continuerai à aller à Amsterdam parce que j'adore. Et une tranche de gouda. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte avec le pianiste Jackie Terrasson qui nous interprète Kiff, un extrait de son nouvel album accompagné de Sly Johnson
Jackie, c'est à vous.